Il est 12 h à Dakar et partout au Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au grand journal de la radio Futur Média. Souleymane Niang. Au sommaire de cette édition, l'appel du ministre de la Santé aux Sénégalais appelle à éviter tout déplacement entre régions pour fêter la Tabaski afin de limiter la propagation du Covid-19. Enlèvement de 5 jeunes filles à Touba, c'était une histoire montée de toutes pièces, des escapades déguisées en kidnapping. Qu'est-ce qui pousse les jeunes à inventer ces plans voués à l'échec? À suivre notre dossier sur le sujet. Éventuel gouvernement d'union nationale au Sénégal, le parti Réumi non partant. Vous entendrez le niet catégorique de Yankoba Seydi, le directeur de l'école du parti dirigé par Idrissa Seck. Et puis, cession des parts de la société Kern Energy dans le bloc Sangomar au russe Lukoil. La compagnie australienne Woodside oppose son veto. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. Au Mali, le M5 en conférence de presse cet après-midi, mais déjà le mouvement du 5 juin a rejeté le plan de sortie de crise de la CEDEAO. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, lui, a formé une équipe de 6 ministres dont la mission est de négocier avec les parties prenantes en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. En Mauritanie, l'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi réhabilitant la Haute Cour de justice. La seule habilité à juger les présidents de la République anciens ou en exercice pour haute trahison. Le développement de tous ces titres dans un instant, Georges. Coronews, l'actualité de la pandémie de Covid-19 sera présentée par Nafissatou Silla. Le reportage Tabaski du jour sur ceux qui, en dépit du risque sanitaire posé par le Covid-19, vont fêter l'Aïd el-Kébir dans leur localité d'origine. Qu'en pensent ceux qui vont les recevoir? Nous irons à Saint-Louis pour les entendre. Et puis, il y aura notre rubrique quotidienne Point de vue. Le thème du jour, les perspectives d'exploitation des ressources pétrolières et gazières du Sénégal. Prétexte l'annonce hier de la cession des parts de Kern Energy du bloc Sangomar. À la mise en onde de ce journal, à l'UNBA. Souleymane Niang. Le risque de propagation de la maladie en cette fête de Tabaski, on le sait, beaucoup de Sénégalais quittent Dakar pour se rendre dans les régions. Eh bien, le ministre de la Santé et de l'Action sociale invite les Sénégalais à faire preuve de citoyenneté en évitant tout déplacement. Fêter dans son lieu de résidence pour éviter de propager la maladie de Covid-19 dont le pic reste toujours inconnu. Mohamed Ali Mouba. C'est un appel à la restriction des déplacements que lance Abdoulaye Diouf Sarr en cette veille de Tabaski. Un sursaut patriotique même, car le ministre de la Santé et de l'Action sociale redoute une propagation de la maladie avec les déplacements à l'intérieur du pays. Il y a eu un comportement de la maladie qui est assez sinusoïdal, qui monte de temps en temps à des niveaux assez inquiétants. Ça veut dire que cette maladie est encore là et il faut être réaliste et savoir qu'il faut la combattre dans la durée. Nous, au Sénégal, nous avons la tête sur les épaules et nous avons engagé effectivement cette lutte dans la durée avec des performances relatives. Nous sommes effectivement à quelques jours de la Tabaski, une fête extrêmement importante où les Sénégalais ont l'habitude de bouger. Mais je réitère mon appel. Aujourd'hui, chaque Sénégalais doit se dire « Je reste là où je suis et je fête ma Tabaski ». Le faisant, c'est un comportement citoyen qui empêche la propagation et la dispersion de la maladie. Je crois que ça, il faut absolument oser le dire, oser le répéter et demander à chaque Sénégalais, chaque Sénégalais d'être assez citoyen de ce point de vue et pour nous éviter de disperser et de propager la maladie. Le Sénégal approche dangereusement le chiffre symbolique des 10 000 cas positifs et des 200 morts. Le rythme de propagation de la maladie est-il réellement maîtrisé? Il y a quelques mois, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a annoncé qu'on a dépassé le pic. Mais depuis lors, les contaminations restent toujours importantes, tout comme le nombre de morts. A-t-on réellement dépassé le pic? Abdoulaye Diouf Sarr. Je me demande si c'est un débat pertinent. Si le pic, du point de vue statistique, est considéré comme le point culminant de l'évolution d'une épidémie, il est derrière nous, parce que depuis qu'on a 177 patients, on ne l'a pas encore. Si véritablement maintenant le pic peut être apprécié d'une autre manière sur le plan psychosociologique, bon, je me demande en tout cas quelle est l'importance du débat. Pas sûr que cet appel d'Abdoulaye Diouf Sarr soit entendu. Il y a longtemps que beaucoup de Sénégalais ne s'encombrent plus des gestes barrières. L'ignorance, le déni de la maladie ne plaide pas en faveur d'un changement de comportement.
des Sénégalais. Notez que le ministère de la Santé et de l'Action sociale est depuis ce matin en réunion de coordination avec les partenaires techniques et financiers. La représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé en a profité d'ailleurs pour se prononcer sur la propagation de la maladie au Sénégal ainsi que sur la riposte pour le docteur Lucie Imboua. Le Sénégal a fait beaucoup d'efforts, mais il en reste dans le domaine communautaire. Les communautés ne suivent pas. Lucie Imboua avec Mohamed Ali Mouba. Si on doit parler de satisfaction, c'est se juger nous-mêmes aussi. Parce que le ministère n'agit pas seul, nous l'aidons, nous apportons aussi notre appui. Donc le bilan qui sera tiré, c'est aussi le bilan de l'action des partenaires. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie, même si des défis persistent. Nous sommes sur la bonne voie dans la mesure où, quand vous regardez à l'échelle africaine, le Sénégal est assez bien positionné dans certaines interventions, mais des défis persistent aussi dans d'autres interventions. Et nous pensons qu'aujourd'hui, pour le suivi des contacts, par exemple, le Sénégal a une bonne position. Et je pense que la transparence aussi dans la gestion est un atout du Sénégal. Ça, il faut le reconnaître. Donc le problème demeure dans les cas communautaires. Donc nous disons que les défis persistent parce qu'il faut que les communautés puissent s'engager véritablement. Et cet engagement, il faut qu'il puisse se faire grâce à la communication de risque. Et c'est notre cheval de bataille. Une population qui n'est pas engagée ne peut pas permettre au virus d'arrêter sa circulation. Regardons à présent les chiffres du jour de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. À retenir 4 nouveaux décès hier lundi et une nette baisse du taux de positivité. Les autres détails avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 824 tests réalisés, 41 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,98%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 33 cas contacts suivis par nos services et 8 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les quartiers ou localités suivants. Sicap Amitié 1 cas, Bignona 1, Diamniadio 1, Matam 1, Mbao 1, Richard Toll 1, Saint-Louis 1 et Ziguinchor 1. 114 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 50 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce lundi 27 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 9805 cas ont été déclarés positifs, dont 6591 guéris, 198 décédés et donc 3015 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Et pour refermer cette page santé, je vous rappelle que la journée mondiale contre les hépatites est célébrée aujourd'hui. Le constat fait par les responsables du programme national de lutte contre les hépatites est que les malades ont peur d'aller à l'hôpital à cause de la pandémie du Covid-19. Ils craignent de contracter la maladie, d'où la nécessité, selon les responsables du dit programme, de renforcer la sensibilisation. À Wambaye. Les malades atteints d'hépatite ont déserté les hôpitaux, surtout les structures qui abritent des centres de traitement des épidémies, selon Ibrahim Gueye, le président de l'association Safara Hépatite. Nous sommes tous confrontés au Covid-19, ce qui fait que la majeure partie des patients, de manière systématique, n'ont pas continué leur suivi médical. Ils n'ont pas été en consultation. Pour certains, parce qu'il faut le reconnaître, il y a pas mal d'hôpitaux qui avaient arrêté les consultations, mais les patients même ne voulaient pas aller dans les structures sanitaires pour la simple raison que, comme ils sont déjà atteints d'hépatite, ils ne veulent pas encore être atteints de Covid. La coordonnatrice du programme national de lutte contre les hépatites fait le même constat.
Et mieux, elle explique les conséquences de cette non-fréquentation des structures de santé par les malades qui souffrent d'hépatite. Les malades d'hépatite qui sont sous traitement doivent absolument ne pas arrêter leur traitement pour ne pas tomber dans une forme fulminante d'hépatite dont l'issue est souvent fatale. Donc nous exhortons ces malades à pouvoir s'approvisionner régulièrement en médicaments pour ne jamais rompre leur traitement. Et ces patients atteints d'hépatite sont à risque face à la contamination, comme tout le monde d'ailleurs, mais ne sont pas considérés comme des sujets vulnérables, ajoute le professeur Aminata Sall Diallo. Parce que c'est généralement ces personnes qui sont à ce risque, c'est généralement des personnes qui ont des maladies pulmonaires ou des maladies cardiaques, compte tenu du tropisme du virus qui est un tropisme pulmonaire. Mais en ce qui concerne les malades atteints d'hépatite, comme toutes les autres populations, ils doivent strictement respecter les mesures barrières. Dans ce contexte de Covid-19, aucune activité n'est prévue pour la Journée mondiale contre l'hépatite édition 2020 et cela pour éviter les rassemblements qui sont considérés comme des facteurs de propagation du coronavirus. RFM 94.0, la radio en puissance. Parlons de l'exploitation du pétrole au Sénégal. La compagnie australienne Woodside oppose son veto à la cession des actions de Cairn Energy à Lukoil, une société russe. Woodside compte empêcher Lukoil de s'impliquer dans l'exploitation pétrolière au Sénégal. Les explications de Binta Diallo. L'Australien Woodside Petroleum s'oppose à la participation du Russe Lukoil dans le projet pétrolier Sangomar, évalué à 4,2 milliards de dollars. L'offre de Lukoil annoncée lundi sera examinée selon Woodside, qui précédemment a déclaré qu'il pourrait envisager d'augmenter sa participation dans le projet Sangomar si ses partenaires, dont Woodside, l'approuvent. Toutes les options seront étudiées, a déclaré aujourd'hui la porte-parole de la société. Elle a précisé que l'accord de Lukoil pour acheter les actifs de Cairn Energy au Sénégal était soumis à l'approbation des co-entreprises JV et du gouvernement. Publicité, Lukoil figure sur une liste américaine d'entreprises russes sanctionnées, notamment pour les transactions liées à des projets pétroliers en eau profonde. Woodside est muette sur la question relative à cette sanction contre Lukoil aux États-Unis. Woodside qui s'oppose donc à l'entrée de la société russe Lukoil dans le consortium formé pour l'exploitation du pétrole dans le bloc de Sangomar, pour être plus précis. Le procès pour diffamation entre Pierre Goudiaby Atepa et Abindour a été renvoyé au 11 août prochain. C'est pour permettre le paiement de la consignation. L'architecte, je vous le rappelle, a porté plainte contre Abindour après la sortie de cette dernière à travers une vidéo dans laquelle elle accusait Pierre Goudiaby Atepa de chantage sexuel. Parlons maintenant des conditions de voyage entre Ndiaganiao et Sandiara. Le maire de Ndiaganiao, Gana Nying, déplore l'état de la route qui, chaque hivernage, connaît de nombreux problèmes. Gana Nying qui demande aux autorités nationales de respecter leurs promesses faites en décembre 2018. Je vous propose de l'entendre au micro de notre correspondant à Mbour, Abdourahmane Diallo. Le président de la République s'est prononcé là-dessus. Il était question qu'on la réflexionne en 2019, on est en 2020. Je pense que le tout dernièrement, on nous disait que vraiment le choix de l'entreprise était fait. Il y avait donc juste au niveau du ministère des Finances que ça restait quelques réglages donc pour boucler le financement et faire la route. Bon, ça traîne toujours. On essaie de rappeler ça aux autorités, surtout au ministre des Transports, M. Omariou. Donc il y a 2 semaines, on en a parlé, 2-3 semaines. Donc je l'ai relancé sur ça pour savoir, parce qu'on est avec le financement de cette route. C'est 13 km, juste 13 km, c'est pas trop long.
Reparlons de la Tabaski avec cet appui au Dara de Tivaouane. Des bonnes volontés et autres partenaires de la ville, comme chaque année, font des actions pour habiller des talibés. Cette année, coïncidant avec la 11e édition de cette opération, 2500 talibés seront habillés et chaussés. Serigne Habib Sy Mansour Borom Daradi, le représentant du Khalif, se dit particulièrement touché. Il exhorte les autorités à en faire de même, c'est-à-dire aider les talibés et Serigne Dara, surtout dans le contexte de pandémie. Tous les daras sont impactés. Reportage chez Anta Diop. Le rêve de tout enfant est de bien s'habiller le jour de l'Aïd el-Kabir. Comme chaque année à Tivaouane, des partenaires et bonnes volontés font des actions pour doter les talibés d'habits neufs et des chaussures. La joie en bandoulière, Serigne Habib Sy Mansour Borom Daradi se félicite de cette belle initiative. waaye xam ngeen ni ci contexte bi ñu toll ñu tëj jàkka yi tëj jumaa yi tëj lépp ndax pandémie bi fi am. Contexte pandémie oblige. Ici à Tivaouane, nous avons fermé toutes les mosquées, les grandes mosquées. C'est pourquoi nous l'avons organisé ainsi. Mais vous avez vu tous ces habits. Nous allons les donner aux responsables des daras. Ils vont ensuite les distribuer aux talibés. Diop ren xale yi daf leen a wutal yu rafet donc moo nekk nii dañ ko joxe. En plus de ces talibés, les tailleurs de Tivaouane y trouvent leur compte. Ils ont été choisis pour la confection de ces tenues. Abdou Aziz Lo, porte-parole des tailleurs de Tivaouane. C'est une très bonne chose. Des millions ont été injectés. Diop Sy a associé tous les tailleurs de Tivaouane pour la confection de ces tenues. Ils ont reçu beaucoup d'argent. 2500 talibés issus des daras de Tivaouane sont habillés. Certains sont particulièrement émus. Cette cérémonie de remise s'est faite dans un contexte de pandémie du coronavirus. Tous les talibés de Tivaouane sont toujours en confinement. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Vous écoutez le journal sur la RFM, il est 12h17. Beaucoup d'interrogations autour de l'affaire des 5 jeunes filles de Touba qui étaient déclarées enlevées par des inconnus. Les dernières informations parues dans la presse révèlent le contraire, mais les familles persistent et signent. Leurs enfants étaient victimes de rapt, contrairement à certaines allégations. Écoutons Baye Barandiaï, père de 2 des filles, au micro de Marema Diop, notre correspondante à Touba. fañ def dañ leen fa yóbbu firnde ji mooy commandant bi ñu leen joxoon mooy commandant brigade bi ci Touba. Les filles n'étaient pas parties de leur propre gré. La preuve, le commandant de la brigade de gendarmerie m'a dit après son enquête qu'il va les amener à l'hôpital pour voir leur état de santé. Après quoi, elle m'a dit que tout allait bien et qu'elle n'avait pas été abusée sexuellement. C'est le commandant qui m'a bien dit ça. Les filles sont fatiguées, elles se reposent pour pouvoir retrouver leurs esprits. Apparemment, elles étaient retenues dans un abri souterrain d'après leurs explications. L'actualité politique. Le parti Réumi d'Idrissa Seck exclut l'idée d'entrer dans un gouvernement d'union nationale, une idée agitée ces derniers temps. Selon le directeur de l'école du parti Réumi, les priorités sont ailleurs pour leur formation politique. Yankhoba Seydi était l'invité des RFM Matin. Le Réumi n'est pas partant. Pourquoi je le dis? Parce que le Réumi a déjà tracé les conditions dans lesquelles il pourrait ou il ne pourrait pas. Or, ça a été dit et depuis très longtemps. On ne pouvait pas sortir d'un gouvernement pour des raisons qui sont devenues beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus catastrophiques, beaucoup plus dommageables pour la nation. Et en même temps, comme disons d'un coup de baguette magique, oui, nous allons entrer. Avec quelle raison? Quelle est la raison qu'on va mettre dans, disons, dans la main des Sénégalais qui nous regardent et qui nous écoutent? C'est pas possible. Le Réumi, par souci de cohérence, par souci de logique avec nos propres valeurs, nous ne pouvons pas entrer. Et moi personnellement, je suis contre. Et je sais que... Idriss Seck ne va pas entrer. Mais Idriss Seck n'entrera pas dans un gouvernement. D'abord, sur ce plan-là, il a été très clair depuis longtemps. Ce n'est pas un décret qui va le nommer. Lui, c'est le peuple qui va le nommer. Que ce soit un conseiller municipal, départemental, ou président de la République, ou député, oui, mais pas un décret. Et cela a le mérite d'être très clair. Nous, du Réumi, nous devons tous nous engouffrer dans cette piste-là. Parce que c'est justement cela notre ligne.
de cohérence depuis le début et on n'a pas du tout à changer là-dessus parce que justement notre projet pour le Sénégal, il passera nécessairement par déjà le fait que nous montrions aux Sénégalais que s'ils cherchent la cohérence, s'ils cherchent la constance, c'est ici. Et cela s'ajoute avec de l'entrisme sans raison. Et on n'est pas dedans. Pour être l'actualité internationale. Bonjour Georges Détié-Diop. Rebonjour Souleymane. La crise malienne, le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à suivre sans délai les recommandations de la CEDEAO. Tout n'est pas pour autant réglé. L'opposition a rejeté les résolutions du sommet extraordinaire des chefs d'État et a annoncé de nouvelles mobilisations après la fête de la Tabaski. Dans un communiqué, le M5 a déclaré qu'il exige plus que jamais la démission de IBK. Mohamed Saléha Touré est membre du comité stratégique du M5. Le comité stratégique du M5 n'est pas du tout satisfait des conclusions sorties de cette rencontre. Ces conclusions, malheureusement, ne rencontrent pas du tout les attentes du peuple malien, parce que simplement les mesures en tout cas qui sont proposées dans ce communiqué-là se limitent simplement à ramener juste la crise malienne, la crise sociopolitique que nous traversons aujourd'hui à des questions électorales, à une crise électorale, alors qu'elle est beaucoup plus profonde que ça. En tout cas, pour nous, les mesures qui sont proposées ne permettent pas de résoudre ces questions de gouvernance. Donc le M5 a simplement décidé, donc de rejeter ces conclusions-là et de continuer à mener sa lutte pour la survie du peuple du Mali. Parce que pour nous, ce n'est pas une question de poste, de ramener tout le problème à la formation d'un simple gouvernement d'union nationale. Ce combat, c'est pas un combat de recherche de poste, si vous voulez. La question du Premier ministre, on n'en parle pas du tout, alors que c'est lui seul qui était en poste lors des tueries. Donc c'est vraiment des mesurettes, à notre avis, qui ne satisfait pas du tout le peuple. Et donc le M5 va donner cet après-midi une conférence de presse pour se préparer à mener l'autre manche de la bataille juste après la fête de Tabaski. Alors, comment réagissez-vous à la déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU qui appelle à suivre sans délai les recommandations de la CEDEAO? Nous, au niveau du M5 RFP, nous avons entendu ça, mais ça nous fait sourire. Nous nous battons pour notre pays. Bon, brandir des sanctions comme ça, pour nous, c'est pas de nature à faire reculer le peuple malien, au contraire. Entre autres recommandations, Souleymane, de la CEDEAO, le départ des 31 députés contestés, une recomposition de la Cour constitutionnelle, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. À ce propos, d'ailleurs, le président IBK a formé une équipe ministérielle restreinte dont la mission est de négocier avec les parties prenantes en vue de la formation du dit gouvernement d'union nationale, à même de contribuer à l'apaisement de la situation. Ce gouvernement est constitué de 6 ministères régaliens: la défense, la sécurité, l'administration territoriale, les affaires étrangères et l'économie et les finances. Après le Mali, vous nous amenez en Mauritanie où les députés ont voté le projet de loi réhabilitant la Haute Cour de justice. Les 55 députés présents hier à l'Assemblée nationale ont tous voté en faveur de cette réhabilitation. Le texte sera ensuite envoyé au Conseil constitutionnel pour examen et validation. Le Conseil dispose d'un délai de 8 à 30 jours, après quoi le texte devrait être promulgué par le président qui dispose aussi du même délai. La Haute Cour de justice devrait être la seule habilitée à juger les présidents de la République anciens ou en exercice pour haute trahison et les membres du gouvernement pour atteinte à la sûreté de l'État. Et puis au Soudan, le gouvernement va envoyer plus de troupes au Darfour. Cela fait suite aux attaques meurtrières de ces derniers jours. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a déclaré que les forces protégeraient les populations pendant la saison agricole. Des hommes armés non identifiés ont tué plus de 60 personnes dans la région du Darfour samedi et 20 autres la veille selon les Nations Unies. Et pour terminer, le patron de la BAD, la Banque africaine de développement, a été blanchi de toute corruption par une enquête indépendante. Adesina a été accusé de mauvaise gouvernance, d'impunité, d'enrichissement personnel et de favoritisme. Il a nié les allégations. Une enquête interne l'avait initialement blanchi des allégations, mais le secrétaire au Trésor américain a personnellement signé une lettre au Conseil rejetant les résultats. Merci Georges Détié-Diop. La synthèse de l'actualité sportive avec Youssouf Bodian.
Nous démarrons avec l'Italie qui joue cet après-midi sa 37e et avant-dernière journée de Serie A. À 19h45, l'Inter Milan, deuxième, reçoit Naples de Kalidou Koulibaly, classé 7e. Les Napolitains, à 1 point du Milan AC et 5 de la Roma, vont se battre pour un ticket en Europa League. Alors que l'Inter veut consolider sa place sur le podium pour s'assurer d'une qualification à la Ligue des Champions. Lukaku et compagnie sont bousculés par la surprenante équipe d'Atalanta qui est 3e avec 1 point en moins et qui joue à 17h30 à Parma. Atalanta, prochain adversaire du Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions. Manchester City de son côté va affronter en 8e de finale retour de la Ligue des Champions le Real Madrid. Ce sera le 7 août prochain. Ce sera sans son buteur Sergio Agüero, opéré fin juin du genou. C'est son entraîneur Pep Guardiola qui l'a annoncé ce mardi en conférence de presse. À l'aller, pour rappel, les Citizens avaient gagné par 2-1. Liverpool, champion en titre, a été éliminé dès les 8e de finale. Mais son entraîneur Jürgen Klopp a été élu hier meilleur entraîneur de la Première Ligue anglaise. Le technicien allemand a été félicité par Sir Alex Ferguson. Sur Sky Sport, l'entraîneur légendaire de Manchester United a révélé une anecdote. Je cite: « Je te pardonne de m'avoir réveillé à 3h30 du matin pour me dire que vous aviez gagné le championnat. » Fin de citation. Nous parlons à présent transfert avec Makhtar Gueye, 22 ans, qui quitte l'AS Saint-Etienne pour rejoindre la Belgique et Ostende. L'attaquant sénégalais s'est engagé jusqu'en juin 2024 avec une année supplémentaire en option. En Belgique, l'ancien attaquant de l'US Gorée rejoint le 9e de la saison écoulée en Jupiler Pro League. Makhtar Gueye qui quitte la France qu'il avait rejoint en 2018 en provenance du Sénégal. Dans l'Hexagone, le gouvernement a pris la décision de maintenir à 5000 le nombre de personnes maximum autorisées dans une enceinte sportive jusqu'au 31 août. Toutefois, le décret publié ce mardi prévoit que les préfets de département pourront accorder des dérogations pour aller au-delà de cette limitation et autoriser ainsi davantage de public à assister à des rencontres sportives à partir du 15 août 2020. Aux États-Unis, la NBA, interrompue par le coronavirus, reprend ses matchs officiels ce vendredi 31 juillet. Le lendemain 1er août, ce sera au tour de la WNBA, c'est-à-dire le championnat réservé aux filles. Mais problème, il y a des joueuses qui ne sont pas pour la reprise à cause du coronavirus ou du contexte social aux États-Unis. Parmi les plus célèbres, Rini Montgomery, qui joue à Atlanta Dream, et la championne en titre Natasha Cloud de Washington Mystics. Elles estiment que la priorité n'est pas un retour sur les parquets, mais à la poursuite de la lutte contre le racisme. Eh bien, elles n'ont pas à s'inquiéter pour leur salaire, rassure Kyrie Irving. La star de Brooklyn Nets engage 1,5 million de dollars pour compléter les revenus des joueuses qui choisissent de ne pas jouer cette saison, que ce soit pour des raisons de coronavirus ou pour des raisons de justice sociale. Après le sport, l'actualité de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, en Afrique et à travers le monde. Coronews présenté par Nafissatou Silla. 16 678 780 cas confirmés dans le monde au mardi 28 juillet 2020 et plus de 650 000 morts. Le nombre de cas bat des records essentiellement en Amérique où il explose de jour en jour. L'épidémie n'est pas encore sous contrôle. Le Brésil a comptabilisé 614 nouveaux décès en 24 heures avec toujours un nombre élevé de nouvelles contaminations, plus de 23 000 ce mardi. Le Mexique a recensé 377 décès avec 6 403 cas pour un total de plus de 400 000 et 46 592 morts, devenant ainsi le 3e pays le plus endeuillé. Le Pérou est toujours dans une situation inquiétante avec à ce jour 4 920 cas supplémentaires et 189 décès. Le président péruvien n'envisage pas un nouveau confinement. En Amérique du Nord, aux États-Unis plus précisément, le nombre de nouveaux cas quotidiens s'élève à 61 795 pour un bilan global à ce jour de 4 225 687 cas avec 564 nouveaux décès, soit 146
10 546 décès au total. En Europe, l'Italie note ces dernières 24 heures 170 nouveaux cas et 5 décès. L'Espagne, elle, n'a recensé que 2 décès depuis le week-end dernier. L'Allemagne, elle, a comptabilisé 3 décès. Le Portugal, 2 nouveaux décès. 85 nouveaux décès en Russie ces dernières 24 heures, avec Moscou qui reste la ville la plus touchée. Au Royaume-Uni, où le bilan reste encore élevé, l'on recense 61 nouveaux décès. En Iran, l'épidémie continue. Le pays recense 212 nouveaux décès pour un total de près de 16 000 morts. En Asie, l'Inde paye le plus lourd tribut, près d'1 500 000 cas confirmés et 33 469 morts, dont 636 en 24 heures. Au Japon, le Covid continue de grimper avec 607 cas de plus, mais l'on recense 0 décès. En Chine, le nombre de nouveaux cas remonte, ce qui fait état de 68 nouvelles contaminations. La Chine a lancé d'ailleurs une vaste campagne de dépistage au Xinjiang et autorise un second vol par semaine vers son territoire à la compagnie aérienne Air France. En Afrique, le Maroc a décidé d'interdire les déplacements vers 8 villes dont Casablanca, Marrakech et Tanger en raison d'une hausse considérable de nombre de cas ces derniers jours, prenant ainsi au dépourvu la population. Le pays compte désormais plus de 20 000 cas. L'Algérie fait face à une recrudescence de nouveaux cas de contamination avec ses près de 1200 morts. La décision de l'ouverture des frontières est reportée jusqu'à la fin de la pandémie. L'Afrique du Sud reste la zone la plus touchée et la plus endeuillée sur le continent. 7300 décès et 460 000 cas comptabilisés à ce jour. RFM, reportage. Reportage Tabaski du jour. Malgré l'appel lancé par le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, que vous avez entendu un peu plus tôt dans ce journal, beaucoup de gens sont en train de faire mouvement vers Saint-Louis pour fêter la Tabaski. Si des familles se disent favorables à accueillir les leurs, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Certains invitent à rester sur place et d'autres préconisent le respect des gestes barrières. Mohamed Nabissila. Beaucoup de familles saint-louisiennes accueillent leurs parents qui viennent d'ailleurs. Ablaye Boy, un chauffeur de taxi, trouve cela tout à fait normal. Mon propre fils est venu de la Mauritanie en même temps que ses amis. Il exerce la fonction de chauffeur là-bas et nous ne pouvons que les accueillir. Même les paroles d'évangile ne sont pas strictement respectées. On ne peut que respecter les gestes barrières pour se sécuriser à cause de cette pandémie du coronavirus, mais la Tabaski est importante pour beaucoup de familles. Une situation qu'il faut bien prendre au sérieux, selon Zahir Fall, dans un contexte de pandémie de coronavirus. Raison pour laquelle il appelle à la prudence. Quant à Baba Gale, chef de famille, très conscient de la situation, il refuse d'accueillir des visiteurs pour cette fête de Tabaski. La pandémie est en train de s'aggraver. Les cas se multiplient ici à Saint-Louis. Donc je crois bien que pour une première fois, rester à Dakar ou rester ailleurs, c'est mieux que de quitter pour venir à Saint-Louis passer la fête là-bas. Passer la fête ici, au moins, je crois que c'est mieux, quoi. Non, chez moi, je n'accueille personne. Quoi qu'il en soit, l'effervescence est bien perceptible à Saint-Louis, où des familles entières ont déjà fait le déplacement pour fêter la Tabaski 2020 avec les siens. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM, presse du jour. Préparez sereinement la Tabaski avec NCA Bank. Un prêt au taux exceptionnel de 5,75% disponible en 48 heures. Rendez-vous dans l'une de nos 13 agences pour souscrire ou appelez-nous au 33 829 69 00. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank vous offre votre revue de presse. La presse de ce mardi 28 juillet 2020, lue et commentée par Georges Détidiop. Les adieux à Babacar Touré, le président fondateur du groupe Sud Communication, inhumé hier à Touba. Plus d'hommages à l'occasion et les journaux s'en font l'écho. L'hommage à un géant relève enquête. L'ultime hommage de la nation à Babacar Touré, souligne Tribune. L'ultime adieu selon l'I Quotidien. BT à jamais, s'exclame Sud Quotidien. Selon le journal, des journalistes, des proches collaborateurs, des hommes politiques, des autorités religieuses et coutumières, des officiels, sans parler de la famille
biologiques du journaliste lui-même ont rendu hommage à Babacar Touré et les témoignages étaient unanimes sur la grandeur de l'homme. Ce qui explique d'ailleurs le titre du journal Le Quotidien. Un bon à terre. Le quotidien qui souligne que le khalife général des Mourides, qui a dirigé la prière mortuaire et choisi l'emplacement de la tombe, avait une relation particulière avec Babacar Touré. Babacar Touré à qui le sommet extraordinaire de la CEDEAO a rendu hommage. Le quotidien rapporte les propos de Macky Sall à son endroit. Selon le chef de l'État, Babacar Touré aura été de tous les combats pour la liberté et la démocratie. Latif Coulibaly, lui, confie dans le quotidien que la couverture par Sud FM des élections de 96 a abouti à l'annulation d'une partie du scrutin à Dakar. À la première page d'enquête, il dit que Babacar Touré était un grand monsieur au plan humain, social et professionnel. Dans Tribune, Matemba Sok, secrétaire général de l'UNSAS, parle d'un homme d'exception. Oui, un homme d'exception qui, si l'on se fie à l'Observateur, emporte avec lui beaucoup de secrets d'État. L'Obs, qui révèle la face cachée de Babacar Touré, note que le défunt était aussi un médiateur de l'ombre qui a participé à la pacification du milieu socio-politique au Sénégal. Le Sénégal, et là on parle d'autre chose, est à presque 10 000 cas de coronavirus et 200 morts. Les chiffres occupent la une de Vox Populi qui fait état de 50 cas graves en réanimation, plus de 3 000 patients sous traitement, près de 6 500 malades guéris. Pendant ce temps, Source A nous apprend que le traitement à base d'artémisia est validé par le comité scientifique sénégalais. Selon mon confrère, les essais cliniques vont bientôt démarrer. Le coronavirus et le secteur de l'éducation, l'AS informe que la Fédération des écoles privées du Sénégal va recevoir des mains du ministre de l'Éducation un chèque d'1 milliard de francs CFA dans le cadre du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19. À la une du quotidien, Le Témoin, il est question des militaires qui tressent des lauriers au SEMGA. Selon un officier qui s'est confié au journal sous le couvert de l'anonymat, le général Biram Diop est en train de rétablir la dignité des militaires et ils sont prêts à battre le macadam jusqu'au grille du palais pour demander au président de la République une prolongation du mandat du général Biram Diop. On n'y est pas encore, mais l'on reste avec les hommes de tenue. Les gendarmes, cette fois-ci, qui ont démêlé les chevaux dans l'affaire des 5 filles kidnappées à Touba et retrouvées à Dakar. En effet, Libération révèle que les gendarmes en étaient presque sûrs et les filles sont passées hier aux aveux. Plus clairement, l'affaire était une mise en scène. Selon Libération, la plus âgée a tout planifié avec le ravisseur qui se trouve être son amant caché pour un week-end tranquille au Lac Rose. Et pendant que la famille des victimes s'inquiétait, les filles participaient à une piscine party. Bref, pour Libération, elles faisaient la fiesta au Lac Rose. L'Observateur s'intéresse au sujet. Le journal renseigne que les tests gynécologiques effectués sur 3 des 5 filles écartent la thèse du viol. À la une de l'Info Tabaski 2020, le bélier casse-tête des pères de famille. L'Info constate que sur la route qui mène à la Tabaski, le bélier fait dans la menace, non pas avec ses cornes, mais avec des prix exorbitants. De quoi faire perdre le sommeil aux pères de famille qui cherchent désespérément la queue du mouton. Les sports, pour terminer à la une de Record, les statistiques de Sadio Mané avec Liverpool cette saison. 77 frappes et 18 buts. Cela fait de lui le Reds le plus clinique à Liverpool. Kalidou Koulibaly, lui, continue d'être courtisé par les grands clubs. Stade informe que Ronaldo veut de lui à la Juventus. À vos kiosques et bonne lecture. Préparez sereinement la Tabaski avec NCA Bank. Un prêt au taux exceptionnel de 5,75% disponible en 48 heures. Rendez-vous dans l'une de nos 13 agences pour souscrire ou appelez-nous au 33 829 69 00. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank vous a offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? À 12h38, bienvenue à Point de vue. Nous discutons aujourd'hui des perspectives d'exploitation et de valorisation des ressources pétrolières et gazières du Sénégal. Prétexte l'annonce hier de la cession des parts de Cairn Energy dans le bloc Sangomar, pour être plus précis dans Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Offshore Profond, au russe Lukoil. Une décision à laquelle s'oppose la compagnie australienne Woodside,
qui est également membre de ce consortium. C'est le tout dernier développement de cette actualité. Pour en parler, nous sommes d'ores et déjà avec M. Biram Diouf, ancien responsable négociation et association de Petrosen. M. Diouf, bonjour. Bonjour, je vous entends pas très bien, mais bon, peut-être qu'il va falloir me rappeler sur mon portable, s'il vous plaît, Elhaj Ndiogoudiène. Alors c'est Souleymane Niang et... Souleymane Niang. Oui, enchanté. On va essayer effectivement de vous avoir dans de meilleures conditions d'écoute. On vous retrouve dans un tout petit instant pour parler de ce sujet donc relatif à l'annoncé hier de la cession des 40% de Cairn Energy dans le consortium formé autour du bloc Sangomar. Nous espérons également avoir M. Serine Boup, directeur général de la SAR et ancien directeur général de Petrosen pour évoquer le sujet. Nous allons donc retrouver au moins M. Biram Diouf dans un instant. Alors, M. Biram Diouf, que nous avons retrouvé sur une meilleure ligne, j'espère. Bonjour, M. Diouf. Bonjour. Vous nous entendez mieux? Oui, je vous entends mieux là. Parfaitement. Alors, comme je l'annonçais, le thème de ce point de vue, ce sont les perspectives d'exploitation des ressources pétrolières et gazières du Sénégal à la lumière de l'annonce hier de la cession des parts de Cairn Energy dans le bloc Sangomar aux Russes Lukoil. D'abord, votre réaction par rapport à cette dernière actualité, en sachant que ce matin, nous avons appris que un autre membre de ce consortium, aux côtés de Petrosen d'ailleurs, la compagnie australienne Woodside, a annoncé qu'elle allait opposer son veto à cette transaction. Quel est votre commentaire sur ces dernières actualités liées au bloc Sangomar? Voilà, je peux dire d'abord, M. Niang, que c'est comme si c'était un coup de théâtre, parce qu'on parlait de cession des actions de phare il y a à peine 1 ou 2 mois de cela, et maintenant c'est Cairn qui a été l'acteur principal de la découverte de pétrole en 2014 dans ce bloc de Sangomar Rufisque Offshore Profond. Qui fait la totalité qui fait la cession de la totalité de ses actions. Alors ça c'est ma première surprise d'abord. Et puis deuxièmement, que Woodside décide de faire un recours par rapport à ça, je peux comprendre. Je peux comprendre dans le sens que bon, Woodside a un droit de préemption sur ses actions. Dans la mesure où dans l'accord d'association type de la loi portant code pétrolier de 1998, il est clairement stipulé que si un partenaire décide de faire une cession d'action, il doit d'abord en informer ses associés d'abord. Bon, je rappelle que dans ce permis-là, vous avez la société Cairn, vous avez Phare, vous avez Woodside et Petrosen. Et en informant de cette session-là, la société, les autres partenaires ont 30 jours pour faire une préemption, pour se décider à acheter ces actions que le partenaire, leur associé veut vendre. Alors, dans ces conditions-là... Alors, le droit de préemption, pour être clair, c'est un privilège qui est offert à une catégorie d'acteurs pour qu'ils puissent acheter prioritairement sur les autres qui seraient éventuellement intéressés. Voilà. Et ces acteurs sont les associés, ce sont les partenaires que je viens de citer dans le permis. Voilà. Donc, y compris Petrosen, la société... Y compris Petrosen, oui. Évidemment. Y compris Petrosen. Donc, Woodside a effectivement le droit de pouvoir faire un recours par rapport à cela. Et qu'en est-il du Sénégal? On parle également de ce droit de préemption du Sénégal sur les parts de Cairn qui sont évaluées entre 300 et 400 millions de dollars. Évidemment, le Sénégal
à travers Petrosen, il dispose d'un droit de préemption. Mais la question, c'est de savoir est-ce que Petrosen en a les capacités financières. Oui, mais dans le cas de Phare Petroleum, bon, on aurait pu penser que effectivement 15%, c'est quelque chose qui est abordable pour le Sénégal, les Sénégalais. Mais, Monsieur Diouf, le Sénégal arrive à lever des fonds dans le cadre du financement de projets, d'infrastructures avec des banques de développement, des banques commerciales, d'autres partenaires au développement, etc., ainsi de l'autoroute à péage, ainsi de l'aéroport AIBD, etc. Est-ce que ces montages ne sont pas possibles également dans le secteur pétrolier, dans le secteur de l'extraction et de la commercialisation des ressources naturelles que nous avons? Bon, évidemment, le Sénégal peut lever des fonds, évidemment, bon, mais au niveau des bailleurs, le fait d'octroyer ces fonds au Sénégal, les conditions d'octroi de ces fonds obligent à un certain nombre de règles de financement. Bon, nous sommes dans un environnement incertain pour le pétrole, hein, c'est sûr, avec donc, le cours du baril qui dépend de l'évolution du coronavirus. Donc, il y a de la disponibilité du pétrole sur le marché international, à savoir les stocks, qui étaient arrivés à un moment où, par exemple, aux États-Unis, le baril est tombé jusqu'à un cours négatif jusqu'à moins $31. Bon, un prêteur, une société qui prête, va évaluer les capacités d'endettement du Sénégal. Et compte tenu du fait que nous sommes un pays déjà extrêmement endetté, je dis, nous n'allons pas trouver beaucoup de bailleurs sur le marché disponibles à financer le Sénégal. Ça, c'est une évidence. Donc, mais on a un droit de préemption de toute une partie donc, de ces actions. C'est-à-dire que le Sénégal peut avoir l'option de préempter 10% ou 15% ou 20% de ces 40%. Bon, donc pourquoi pas? Je suis d'accord avec vous. Il suffirait de mettre à contribution le secteur privé sénégalais pour pouvoir arriver à cette stratégie et qui nous permettrait vraiment de prendre une part plus importante dans nos ressources pétrolières. Alors revenons à votre première observation à la lumière de ce que vous venez de dire sur les effets de la conjoncture, notamment l'épidémie ou la pandémie de Covid-19 sur le prix du pétrole. Mais est-ce qu'au-delà de ces effets de conjoncture, il n'y a pas un manque d'intérêt sur la durée pour le pétrole, quand on sait que dans certains pays, en France assez récemment, la part de l'énergie renouvelable dans le mix énergétique a dépassé la part de l'énergie fossile? Est-ce que c'est pas tout l'intérêt suscité par la découverte des ressources gazières et pétrolières, et notamment pétrolières d'ailleurs, au Sénégal, qui tombe, la montagne qui accouche d'une souris, et il faut un peu revoir nos ambitions à la baisse sur la durée, sur le long terme? Oui, bon, pour le changement de notre balance énergétique en matière d'énergie nouvelle, renouvelable, bon, c'est une action qu'il faut envisager à très long terme, et on est loin du compte encore, parce que ce bilan représente le bilan des énergies renouvelables est assez faible au niveau du Sénégal déjà, même s'il y a un montage qui est encore là, mais combien de temps ça va durer? Bon, je crois que aujourd'hui, pour remplacer, vous avez posé là un problème de stratégie, et il y a un choix qu'il faut
opérer, un choix qu'il faut opérer, et prendre des mesures sur le long terme. Mais pour le moment, on fait face à une situation immédiate à laquelle il faut répondre. Il faut répondre et puis prendre la décision. Et l'une de vos propositions, c'est que l'État du Sénégal envisage, à défaut de préempter la totalité des parts cédées par Ken Energy, essaie de voir dans la mesure de ses moyens la préemption d'une partie de ces parts. Une question d'ordre un peu géopolitique. Assiste-t-on à une lame de fond? Vous avez évoqué les difficultés rencontrées par la société australienne, également phare, pour apporter sa contribution dans le consortium formé avec BP notamment et d'autres, avec Petrosen.